Cet été, alors qu'on était nombreux à regarder les Jeux Olympiques gratuitement sur 2 écrans en simultané, les fans de foot ont appris qu'ils allaient devoir payer 40 € par mois pour suivre leur club préféré. Le prix proposé par DAZN, la nouvelle chaîne qui va diffuser la Ligue 1, a choqué un paquet de gens, alors qu'il y a quelques années, Canal+ proposait un prix plus élevé. Alors qu'est-ce qui explique cet appel au boycott? Comment ça fonctionne chez nos voisins européens? Pourquoi c'est si cher de regarder le foot? Et comment font les autres sports? Rassurez-vous, on ne va pas parler que de foot aujourd'hui. Parler des droits TV permet de prendre du recul sur les liens entre le sport et la télévision, et plus globalement, sur les modes de financement du sport. Commençons par une comparaison du prix à payer pour regarder différents sports. Pour regarder la Ligue 1 et la Coupe d'Europe, il faut payer entre 65 et 86 € par mois en fonction de votre durée d'engagement. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez même payer 10 € en plus pour l'équipe foot et voir d'autres grandes affiches. On a ensuite le rugby autour de 60 €, le basket, le hand ou encore le tennis entre 20 et 40 €. Pour suivre l'essentiel du volley, de la natation et du cyclisme, on peut s'y retrouver pour moins de 15 €. Ça peut surprendre, plus un sport est populaire, plus il coûte cher. On a donc souvent 3 diffuseurs pour un même sport, et c'est sans prendre en compte les diffuseurs gratuits. De quoi perdre beaucoup de gens en route. Cette situation n'est pas propre à la France. Pour voir l'intégralité de notre championnat, nous devons payer 45 €. Pour voir leur championnat, les Allemands doivent payer 80 €. 31 € pour les Italiens, 62 € pour les Espagnols et 69 € pour les Anglais. Une particularité en Angleterre, 52% des matchs ne sont pas diffusés afin de protéger l'affluence dans les stades. C'est ce qu'on appelle le blackout. Les Anglais payent plus cher et ne peuvent même pas regarder les matchs du samedi après-midi. Ok, le foot ça coûte cher, plus que les autres sports, mais même si c'est pas une justification, c'est partout comme ça en Europe. Alors pourquoi ça coûte si cher de regarder le sport? Pour le comprendre, on va devoir faire un bref historique des droits TV en France. La diffusion du sport à la télé a mis du temps à démarrer. Il fallait déjà que les ménages s'équipent et la concurrence avec la radio était importante, sur le cyclisme notamment. Avant 1984, les droits de retransmission du sport à la télé étaient un monopole de l'État. TF1 diffuse déjà des résumés de foot via Téléfoot depuis 1977 et Antenne 2 diffuse le rugby. Très peu de matchs étaient retransmis en direct, pas par manque de diffuseurs ou par incapacité technologique, mais par crainte que les stades ne se vident si on les diffuse à la télé. En 1984, c'est l'arrivée de Canal+ et la fin du monopole public. La chaîne propose des sports jamais vus auparavant à la télé et prend une partie des droits du championnat de France de foot. Canal+ sera le premier à avoir une régularité de diffusion dans les matchs projetés et diffuse toujours les matchs dans leur entièreté. Canal apporte d'autres innovations, des prises d'antenne bien avant le coup d'envoi, un plus grand nombre de caméras, des interviews des joueurs, des ralentis, etc. Ce qui nous paraît normal aujourd'hui est une vraie révolution pour l'époque. La télé apporte une valeur ajoutée, une autre expérience que le stade. Suit alors une courte période de concurrence, avec la privatisation de TF1 en 87 et l'arrivée de nouvelles chaînes comme la 5 de Berlusconi. Le sport devient un enjeu de démarcation, ce qui fait progressivement monter les prix. Désormais, les chaînes payent, en général au match, pour la diffusion. Elles se battent pour avoir le tennis, le rugby, la Formule 1. Dans les années 90, ça se calme, notamment avec la fin de la 5. On assiste à une répartition entre Canal, TF1 et le service public, avec chacun ses sports, son axe éditorial et son mode de financement. L'arrivée du satellite va amener de nombreuses chaînes, TPS notamment, sans concurrencer Canal+ sur le long terme. Les années 2010 et l'arrivée du Qatari beIN marquent le début de la restructuration. Avec un prix agressif de 11 € au lancement, la chaîne est intégralement sportive et multiplie les canaux de diffusion, notamment via Internet. beIN diffuse du foot étranger, du tennis, du handball. En dépensant sans compter, la chaîne Qatari engendre une forte inflation, mais aura 1 milliard de déficit 3 ans après son lancement. Pour le service public et TF1, les compétitions régulières deviennent trop chères et prennent trop de temps d'antenne. Les chaînes vont se concentrer sur les grands événements les plus fédérateurs. En dehors des JO, les sports méconnus, les sports féminins et adaptés ne trouveront alors plus leur place. Pour conserver du sport sur les chaînes gratuites, un décret de 2004 liste des événements d'importance majeure qui doivent être diffusés en clair. C'est assez arbitraire, mais ça permet de protéger les événements les plus populaires. Ce texte a été actualisé en juillet pour, justement, intégrer des compétitions féminines et parasportives. L'ouverture à la concurrence a donc stimulé l'innovation technologique, tout en rendant possible la diffusion de sports jusque-là invisibles sur les chaînes publiques. Mais ces changements se sont accompagnés d'une hausse de prix et ont rendu payantes des choses qui ne l'étaient pas. Canal+ a donc joué un rôle majeur pour structurer le sport à la télé. Le groupe a toutefois perdu peu à peu sa place. Pour comprendre comment ça s'est produit, on va devoir parler un peu de thunes.
Pour obtenir les droits de diffuser un sport, les chaînes se battent à coups de millions. Cet argent est ensuite redistribué aux clubs. On l'a vu, la privatisation et l'arrivée de Canal+ ont créé une manne financière que les clubs ont rapidement saisie. On le voit avec l'évolution du coût des droits TV du championnat de France de football. Le coût à payer pour diffuser la Ligue 1 a été multiplié par 6 au début des années 2000, avant de réaugmenter avec l'arrivée de beIN. Le groupe qatari a même fait une offre à 900 millions pour les droits de 2016, mais le président Hollande s'est impliqué pour que Canal garde une partie des droits. Les clubs et les dirigeants gardent un chiffre en tête, le milliard d'euros évoqué par les Qataris. Ils souhaitent aussi, avec ce montant, rattraper les autres ligues européennes. Le milliard sera atteint avec l'offre du groupe espagnol Mediapro sortant Canal du foot français pour la première fois. Le projet échoue au bout de quelques mois, car il n'a jamais été rentable. Lors de la dernière attribution, ni Canal qui se considère trahi, ni Amazon qui avait récupéré les droits ne se positionnent. C'est finalement DAZN, inconnu en France, qui obtient les droits pour 500 millions, très loin du fameux milliard. En parallèle, la surenchère sur les droits TV du foot a fait chuter ou a freiné le développement des autres sports. Le basket galère régulièrement à trouver un diffuseur, le hand et le volley ne trouvent pas leur place malgré les résultats hors normes des sélections nationales. Les bouleversements dans les modèles de diffusion sont profonds, mais quel est l'impact pour les spectateurs ? Est-ce que l'on paye beaucoup plus qu'avant ? On voit sur ce graphe l'historique du coût pour regarder tous les matchs de la Ligue 1, corrigé avec l'inflation. On l'a vu tout à l'heure, ce prix est actuellement compris entre 45 et 55 euros. On est loin de l'époque du duo Canal+ Orange où il fallait payer plus de 100 euros par mois. Alors, pourquoi le shitstorm sur DAZN ? Plusieurs éléments. Sur le court terme, c'est bien une augmentation par rapport à Prime et beIN, un prix jamais vu depuis 10 ans. Mais ces acteurs ont cassé les prix. beIN est soutenu par le fonds souverain qatari et Prime souhaitait faire un produit d'appel pour sa plateforme. Concrètement, ces médias ont perdu de l'argent en proposant ces prix, mais ont fixé un montant souhaitable pour les spectateurs. DAZN, et pas Dyson, la diffusion, c'est son métier. Il doit dégager un bénéfice. Mais pour le même prix qu'avant, on a juste du sport. Avec Canal, un couple ou une famille avait d'autres sports, des films, des séries. DAZN, c'est aussi une couverture strictement minimale. Une prise d'antenne juste avant le match, pas de plateau et majoritairement un seul commentateur. La fuite vers des moyens de diffusion illégaux semble bien réelle. Il ressort de tout ça une grande complexification pour les spectateurs et une perte de visibilité pour le sport. Prenons un peu de recul et sortons un peu la tête des chiffres. En synthèse, on observe les droits TV les plus qualitatifs allant du public vers le privé, hors obligation de diffusion en clair, la fin d'un système de financement par publicité au profit d'un financement par abonnement excluant une partie de la population, des investisseurs étrangers avec des enjeux d'image qui achètent des compétitions par lot et ne font pas forcément le travail éditorial que réalisait Canal+. Ce sont autant de bouleversements qui ont permis aux clubs de foot et de rugby de grossir. Mais que représentent les droits TV dans le revenu global des clubs ? Pour le savoir, il faut faire la distinction entre les sports. En fouillant les rapports financiers des différentes ligues, on peut voir la provenance des budgets des clubs hors frais de transfert de joueurs. On peut y voir que les droits TV représentent 36% et 19% des revenus au foot et au rugby. C'est bien plus faible pour le basket et le hand, inexistant pour le volley. On a ensuite les sponsors et la billetterie, globalement similaires entre les sports, mais aussi le merchandising, plus important pour le football et le rugby, et enfin les subventions publiques, marginales au foot et au rugby, mais significatives pour les autres sports. On voit là vraiment les deux mondes, entre ceux se basant sur les droits TV et les sponsors, et les autres où les subventions publiques sont indispensables. Pour le sport féminin, en général, on est dans cette dernière configuration. On est passé du modèle dépendant des recettes des spectateurs au stade, des subventions et du sponsoring de provenance locale, à un modèle où l'argent provient des médias, des manias, du merchandising. Une économie de marché de source globale. Ce modèle implique une forte dépendance aux droits TV, pouvant mettre les clubs en difficulté si cette manne diminue. Ces sports sont aussi sujets aux aléas de la mondialisation. De l'autre côté, les sports non globalisés présentent une vraie dépendance aux finances publiques. On pourrait commencer par imposer une part de revenus à ne pas dépasser pour les droits TV ou les subventions publiques, et pour le foot, limiter le salaire maximum des joueurs. Le risque, c'est de perdre en compétitivité face aux autres géants en Europe. On entre dans un sujet plus global qui existe dans toutes les industries. Comment mettre en place en France un système avec des valeurs sociales ou environnementales fortes, alors que d'autres pays ne s'imposent pas les mêmes règles. Par exemple, la vente d'alcool est interdite en France depuis 1991 et la loi E20. Doit-on l'autoriser de nouveau pour s'aligner avec d'autres pays européens ? Cette mesure est critiquée car il est possible de boire dans des buvettes en face des stades. L'alcool est présent dans les loges VIP également.
le manque à gagner serait de 50 millions pour les clubs professionnels. C'est évidemment difficile de soutenir de telles mesures, mais c'est aussi hypocrite de se dire que les gens ne boivent pas avant de venir au stade. Pour rester sur le nocif pour la santé, on pourrait imaginer une taxation plus importante des paris sportifs, en plein développement en ce moment. Concernant les enjeux de diffusion, il faut que le foot retrouve son aspect populaire, en élargissant par exemple la liste des événements obligatoirement diffusés en clair, comme les plus gros matchs de la saison, les derbies, etc. Le service public doit retrouver son rôle dans la démocratisation du sport. Personne d'autre ne va se lancer dans la diffusion de plus petits sports, de sports féminins ou de handisport. À part aux Jeux Olympiques, ça a presque disparu. L'équipe TV a un peu pris la relève, mais depuis quelques années, il se tourne plus vers des talk shows que sur de la diffusion. Le financement devra peut-être passer par le retour de la pub le soir sur France TV. Enfin, pour exister en dehors des Jeux Olympiques, les sports peuvent se regrouper au sein d'un même événement, comme ce fut le cas récemment pour les Jeux européens, qui combinent une dizaine de disciplines en créant des mini-JO avec une forte visibilité. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire au plus court. Il y a d'autres sujets que j'aurais voulu aborder comme le financement des athlètes hors sport collectif ou l'évolution de la manière de regarder le sport, notamment via TikTok. Ça faisait un petit peu trop long. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pour m'aider à lancer la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo autour de vous. À bientôt!